Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info dans cette édition du samedi 20 juin, dont voici tout de suite les titres. La traversée sportive et solidaire The Crossing s'est achevée cet après-midi sur la plage du Larvotto, organisée par la Fondation Princesse Charlène. Cette troisième édition partait de Viareggio en Toscane et a réuni une fois encore de nombreux athlètes de renom. 41 millions, c'est le nombre de réfugiés dans le monde. En cette journée mondiale leur étant dédiée, nous recevrons la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Sophie Magénis. Un moment inoubliable pour les derniers arrivés et ceux qui s'apprêtent à quitter la prestigieuse école liée au ballet de Monte-Carlo. L'Académie de danse Princesse Grace tenait hier son gala annuel, un moment toujours riche en émotions, vous le verrez. Et puis la chronique US nous emmènera à Boston, à la rencontre du consul honoraire de Monaco. Warren Tolman s'est longtemps battu contre les puissantes industries du tabac et des armes à feu. Rencontre en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les conclusions de l'Assemblée plénière du GAFI qui hier a adopté le 4e rapport de progrès soumis par la Principauté. Le GAFI considère ainsi que Monaco a largement achevé la mise en œuvre de l'ensemble de son plan d'action établi au mois de juin 2024. Au regard des progrès ainsi reconnus, une visite sur place en Principauté, dont la date doit encore être déterminée, sera prochainement organisée avec pour objectif de confirmer que les réformes engagées sont désormais pleinement intégrées dans le fonctionnement des institutions concernées et pérennes, et de réaffirmer l'engagement politique de haut niveau du gouvernement princier et de la justice de la Principauté. Nous y reviendrons. Ils l'ont fait, parcourir 225 km en pleine Méditerranée en waterbike. Les athlètes qui participaient à la course The Crossing ont rejoint la plage du Larvotto cet après-midi. Partis de Viareggio sur la côte toscane hier, les participants se sont dépassés pour la bonne cause. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni étaient présents à leur arrivée. 225 km entre Viareggio et Monaco, cette équipe de 4 athlètes en waterbike, The Crossing est un défi sportif hors norme au service de la préservation des océans. La course organisée par la Fondation Princesse Charlène avec la Fondation Prince Albert II se déroule au cœur du sanctuaire Pélagos. Après plus de 24 heures d'efforts, les participants sont arrivés sur la plage du Larvotto. L'équipe Lionheart a remporté cette édition devant les Mangusta, tandis que Galénic complétait le podium. On a fait dérouler toutes les heures, donc il fallait garder une certaine constance et on avait vraiment un tempo à garder, donc c'était vraiment le plus difficile. La nuit c'était parfait, on a tenu 1 heure, 1 heure et quart, donc les rythmes c'était parfait, il faisait frais, on allait plus vite et le soleil quand il a commencé à se lever c'était un peu plus compliqué, donc on a fini sur des tempos d'une demi-heure chacun. I think that the teamwork was awesome. We all, like when someone was struggling, we were always taking over, quicker and, subbing in and subbing out. It was really, really good teamwork. And even just the staff and the doctors and the medicine. I had many massages over the last 24 hours, so it was great. Lorsque il y en a un qui courait, il y en avait toujours un qui s'occupait de lui pour lui donner à boire, lui faire de l'ombre s'il y avait trop de soleil, pour l'arroser s'il faisait trop chaud. Il y en avait un qui allait se faire masser, on avait un ostéopathe qui était complètement dingue, et puis il y avait un autre qui soit se reposait, soit manger. L'important en fait, c'est de réussir en 3 heures en fait, à retrouver de ses forces, à recharger en glucides, en protéines, à essayer d'être le plus détendu possible pour réattaquer et donner toujours le maximum. Alors on a dormi très très peu en fait, on a dormi très très peu. Moi j'ai dormi un peu plus, par tranche de 15-20 minutes, mais c'est difficile de dormir, t'as de l'adrénaline tout le temps. Plus de 24 heures d'efforts pour une même ambition, repousser ses limites pour la bonne cause. Au-delà de la performance, c'est surtout l'esprit d'équipe et l'engagement pour la mer qui ont marqué cette traversée. Après 2 matchs à Paris, les finales du championnat de France de basket débarquaient à Monaco ce vendredi soir. Avec une victoire de chaque côté, le vainqueur du match 3 s'offrait une balle de titre. Et malheureusement, les Monégasques n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Julien Logier. La salle Gaston Médecin était prête pour accueillir les matchs 3 et 4 des finales de Betclic Elite. Dès les premières actions de la Roca Team, le public donnait de la voix. Portés par cette énergie, les Monégasques prennent rapidement le dessus face à des Parisiens trop agressifs et coupables de trop nombreuses fautes. Les Roca Boys comptent jusqu'à 13 points d'avance dans le deuxième quart-temps, mais ne parviendront pas à garder cet avantage. Dans un match haché au rythme très lent,
Monaco manque d'adresse. La statistique la plus flagrante est ce 43% de réussite au lancer franc sur le match. 12 points gâchés qui ont permis aux Parisiens de croire en leur chance jusqu'au bout. Mené pendant 3 quarts temps, Paris réussit à inverser la tendance et prendre l'avantage au score dans le dernier acte. Nadir Riffi se mue en patron, à la passe et au shoot, il ne rate plus rien. Les hommes de Sergueï Gladir, eux, perdent le fil et finissent par concéder une défaite de 11 points, 88-77, au terme d'un dernier quart-temps catastrophique où ils auront encaissé 30 points et vu l'exclusion de Mathieu Strazel et Alpha Diallo pour 2 fautes techniques. Mathieu, calme-toi mon grand, il reste des matchs à jouer après. Well, if we're going to come out with this second half or last quarter attitude, better not to show up. I would say it's my fault because I didn't succeed to stop this 13 assists. This is not what we want to see. This is less than we had in the halftime previous game. And this is not because we missed the shots. It's just the way we played. I feel like we need to be stronger as a team, stay more together to kind of overcome moments like that, especially given like how close the game was. We know they hit shots and we just got to stick with it. I mean, you know, adversity hits, we need to be strong as a team. Paris mène désormais 2 victoires à 1 dans ses finales et aura l'occasion de remporter le titre ce dimanche à Gaston Médecin. La Roca Team est désormais dos au mur. L'énergie du désespoir saura peut-être leur permettre de venir à bout des champions en titre. Autre résultat sportif, Lisa Pou participait aujourd'hui au Portugal à la dernière étape du championnat du monde de nage en eau libre. La Monégasque a terminé 8e et est désormais 5e au général. Le saviez-vous, nous célébrons ce samedi la journée mondiale des réfugiés. Cette journée permet de valoriser les droits, les besoins et les aspirations de celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur pays d'origine, souvent pour échapper à la guerre. Pour protéger ces personnes vulnérables, l'HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, œuvre depuis 1951. Nous accueillons ce soir sa représentante auprès de la France, de Monaco et du Conseil de l'Europe, Sophie Magénis. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être avant toute chose, pourriez-vous définir le terme de réfugié, à ne pas confondre avec les demandeurs d'asile ou encore les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays? Oui, un réfugié, c'est une personne qui est dehors de son pays et qui a fui son pays à cause de la persécution ou de la discrimination ou du conflit. Le HCR veille donc à la sécurité des réfugiés et intervient dans des situations d'urgence dans plusieurs pays. Quelles sont les zones les plus sensibles actuellement ? En fait, nous avons publié la semaine dernière notre rapport Tendance globale et on voit que maintenant, on a 117 millions de personnes dans une situation de déplacement forcé dans le monde. Ça c'est un chiffre qui est diminué. L'année dernière, il y avait 123 millions de personnes déplacées, mais quand même, ça reste un chiffre très important pour nous. Comment est-ce qu'on explique cette diminution ? Il y avait des retours. Par exemple, on a vu qu'en petit plus de 4 millions des réfugiés ont fait le retour à leur pays l'année dernière et ça a diminué le chiffre des réfugiés au niveau total. On a vu des retours qui est une bonne nouvelle pour les réfugiés qui veulent être de nouveau à leur pays d'origine, mais il y avait des situations très difficiles aussi. Les personnes qui étaient retournées dans leur pays dans une situation difficile et aussi les réfugiés qui ont retourné dans les zones très fragiles où il y a toujours du conflit. Et le HCR intervient dans quel pays ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? En fait, l'HCR est presque partout dans le monde. Nous avons des grandes opérations, par exemple, au Soudan, aux Républiques démocratiques du Congo, dans l'Afrique ouest et centrale. On est aussi présente avec des grandes opérations au Moyen-Orient, au Iran, et on est là pour donner un soutien et une protection et les gens qui sont soit des réfugiés, soit des personnes qui sont déplacées dans leur pays.
Et cette semaine, la direction de la coopération internationale a réuni à Monaco l'ensemble de ses équipes de terrain pour une session de travail qui était intitulée CAP 2030. Vous avez pris part à ce séminaire. Quelles ont été la nature des échanges ? En fait, pour nous, c'est un moment de remercier la principauté de Monaco pour tout leur soutien. Monaco a donné toujours un soutien très important à nous en tant qu'HCR. Et vous avez aussi des personnels monégasques qui sont sur le terrain dans 12 pays qui sont très importants pour nous en Afrique et en Moyen-Orient. Est-ce que vous avez peut-être aussi parlé de l'avenir ? Vous l'avez dit, le nombre de réfugiés a un petit peu diminué. C'est une première fois en 10 ans, mais ça reste un niveau inacceptable. Oui, c'est ça. Et nous avons notre nouveau haut-commissaire qui a lancé une initiative qui est très ambitieuse. Et cette initiative, c'est 50 d'ici 2035. Et l'idée est de réduire par un moitié le chiffre des personnes qui sont déplacées par force et qui vivent dans des situations très difficiles avec une dépendance sur l'aide humanitaire, de réduire par moitié le chiffre de ces personnes dans les prochaines 10 années. Alors, c'est une vision très ambitieuse, mais on travaille avec nos partenaires, y inclut la Monaco, pour réussir à cette étape. Et je voudrais parler aussi des pays d'accueil. La Colombie et l'Allemagne, ce sont les deux principaux. Oui, en fait, l'Allemagne est en deuxième position. Ce qui est très important, c'est qu'avec ce 117 millions de personnes qui sont déplacées, presque 70% de ces personnes sont accueillies dans les pays les moins riches du monde. Alors, c'est important de savoir ça, que la plupart des personnes déplacées ne sont pas en Europe, ils sont dans les pays plus pauvres. Et qu'est-ce que ça implique, le fait qu'ils soient dans des pays plus pauvres ? Ça complique encore la situation pour eux ? Oui, en fait, ça demande un soutien international pour les pays hôtes. On a besoin de beaucoup plus de solidarité avec les pays et les régions qui sont les accueils et qui donnent l'accueil pour les gens qui sont déplacés. Ça, c'est très important. Et ce soutien peut être financier, peut être diplomatique, peut être un soutien stratégique, mais cette situation maintenant des déplacements globaux, c'est un des grands défis humanitaires de notre époque. Et on a besoin de beaucoup plus de solidarité internationale pour avoir des solutions durables pour les personnes qui sont déplacées par force. Merci beaucoup Sophie Magenis d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup. Nous allons découvrir à présent comment certains élèves de la Principauté ont pu être sensibilisés à la cause des réfugiés. Dans le cadre de l'opération Interact, les 4e de l'institution François d'Assise Nicolas Barré ont rencontré certains d'entre eux. Le reportage est signé Émilie Rousseau et Camille Caloni. Leïla, Bonheur, Maria ou encore Sébastien, sur leur visage, rien ne se lit. Et pourtant, ils partagent tous la même histoire. Ils ont dû fuir leur pays. Ces femmes, ces hommes, ces enfants sont des réfugiés. Leurs portraits ont été exposés à l'entrée de l'institution François d'Assise Nicolas Barré pour sensibiliser les jeunes à la cause des réfugiés, une action qui entre dans le cadre du programme Interact. La coopération internationale du gouvernement princier a un devoir, ça fait partie de ses missions, de sensibiliser justement aux enjeux du développement. Et tout simplement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prôner la solidarité. Donc pour ces jeunes futurs adultes qui ont sensibilisé aujourd'hui, on espère qu'on éveille peut-être un peu les consciences, qu'on fait comprendre ce que ça signifie que d'avoir été obligé de fuir son pays et la difficulté des parcours. Du Mali au Burkina Faso, de la Syrie à la Turquie et jusqu'au Bangladesh, le photographe Brian Sokol a recueilli des témoignages universels en posant une question. Qu'emporteriez-vous si vous deviez fuir votre foyer soudainement ? Je pense que je prendrais une peluche à moi parce que c'est un objet que j'ai depuis que je suis toute petite et j'ai grandi avec cet objet, du coup ça me rappellera forcément des souvenirs et ça me rendra heureuse. Moi c'est mon chat parce que j'adore les chats déjà. Et que le mien, je l'ai que je suis petit et que j'y tiens énormément. Ces objets parfois simples incarnent ce qui subsiste quand tout le reste disparaît. Ces élèves de 4e ne sont pas restés insensibles à l'histoire de ces réfugiés. Moi, c'est lui, c'est le bouzouk, parce qu'en fait,
Moi, je joue la guitare et c'est un peu pareil, je crois. Et c'est mon préféré parce que en jouant, ça lui fait penser à sa maison. Et moi, je joue aussi pour me rappeler que je ne suis pas seule dans ce monde. Et je joue des chansons qui me touchent. Les élèves ont ensuite pu rencontrer et échanger avec 2 femmes réfugiées originaires de Syrie et du Venezuela. Rim Al-Dali a dû fuir Damas il y a 8 ans. Son parcours de vie avec son mari et leurs 3 enfants a été semé d'embûches. Aujourd'hui, elle vit à Strasbourg et veut transmettre un message de solidarité. For me, for the program Interact is very important because I have children. And it's nice for them to know the situation of the refugee and how difficult for them. And I think they start getting well with the children, they accept them more and they start getting friends with them when they know their story and they will understand them better. Le dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés révèle que le nombre de réfugiés a reculé de 3% en un an, mais le chiffre reste encore élevé. Aujourd'hui, on dénombre plus de 41 millions de personnes réfugiées dans le monde. Poursuivons en musique avec ce temps fort de l'Académie Princesse Grace. Le gala annuel de l'école prestigieuse s'est tenu hier soir. 53 élèves se sont produits dans la mythique salle Garnier. Pour certains, il s'agissait de la toute première fois et pour d'autres, les 9 diplômés peut-être l'ultime. José Sacré et Thomas Deus. Vendredi 19 juin, à la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo a eu lieu le grand gala de l'Académie Princesse Grace, un instant rare et privilégié où le public a pu admirer les prouesses effectuées par les élèves de la prestigieuse école de danse liée au ballet de Monte-Carlo. C'est un spectacle important, c'est toujours important, mais cette année, il y a une raison en plus. Voilà, c'est 50 ans d'histoire écrite par cette école. Et aujourd'hui, on vient clôturer la croissance de certains enfants qui sont venus à Monaco prendre leur éducation, qui vont sortir. 9 personnes qui se diplôment, 9 contrats, de très beaux contrats, 2 nouvelles recrutes pour le ballet de Monte-Carlo, des grandes autres compagnies dans le monde entier. Au programme 2 ballets, Jeune homme, un cadeau du chorégraphe Uwe Scholl sur une musique de Mozart, costume et scénographie de Karl Lagerfeld, un ballet remonté par Giovanni Di Palma. Et Na Floresta de Nacho Duato, un ballet remonté par Thomas Klein. Les 53 élèves de l'Académie Princesse Grace ont dansé ce soir. On imagine la joie des plus jeunes pour la première fois sur la scène de la salle Garnier. Quant aux 9 élèves diplômés, ils ont fait leur dernier salut avant de rejoindre des compagnies internationales. 9 diplômés heureux, certes, mais de quitter cette académie qui fut leur foyer pendant 4 ou 5 ans, un peu triste aussi peut-être, comme d'ailleurs leur directeur. Exactement comme père de famille que je suis, c'est une tristesse qu'on connaît. Quand on a une famille, il y a un moment donné qu'il faut laisser partir les enfants parce qu'ils ont pris les ailes, ils ont acquis tous les instruments qu'ils nécessitent pour avoir une carrière. Et c'est la nature des choses. Les élèves arrivent ici pour prendre connaissance de ce que cet art est. Et après, quand ils sont prêts, c'est évident qu'ils doivent partir. C'est très important qu'ils partent. Et certains, cette année, on en a 2 qui restent à Monaco. Alors je pourrai les voir grandir encore dans la compagnie de ballet de Monte-Carlo. Après les diplômés, tous les élèves ont défilé dans une mise en scène de Luca Massala sur une musique de Tchaïkovski. Tout simplement somptueux. C'était l'événement aussi du côté de l'espace Saint-Antoine. La Fédération monégasque de gymnastique organise en ce moment le grand week-end de la gym. Un rendez-vous pensé pour mettre en avant toutes les pratiques gymniques au travers de galas, de démonstrations, mais surtout de portes ouvertes pour les enfants. Ce matin, Femina Sport recevait les jeunes filles de 5 à 10 ans. Yannick Debever et Arnaud Imbert y étaient. À la gym, on tourne, on roule, on saute, on marche, mais surtout on s'amuse. Toutes ces petites filles ont entre 5 et 10 ans et participent à la journée porte ouverte à l'espace Saint-Antoine.
Un événement conduit par Femina Sport à l'occasion du grand week-end de la gymnastique organisé par la Fédération monégasque de gym. Je pense que les enfants, ils aiment bouger et de venir ici et de bouger dans tous les sens, de se mettre à l'envers, de se mettre en position latérale, de s'étirer, de voir qu'il y a des entraîneurs sympathiques, ça peut les motiver. Pour accompagner ces jeunes pousses, Femina Sport peut compter sur Marine Boyer, triple olympienne et désormais entraîneur dans le club. Une présence importante qui inspire et rassure. Pourquoi est-ce que tu es là ? Pour être avec cette gymnaste qui est très forte et j'ai envie qu'elle m'entraîne. Dans tout ce que je fais dans la gym, je préfère faire en agrès, je préfère faire les barres parce que j'adore ce qu'ils font à la télé et j'aimerais un jour le reproduire. Ça me rappelle des bons souvenirs. Non, mais c'est vrai que c'est super cool d'avoir beaucoup de petites qui viennent tester la gymnastique, surtout avec beaucoup de sourires et on a passé un bon moment. Et même si aujourd'hui seul le plaisir de faire du sport compte, l'œil de l'entraîneur est toujours bien affûté. Effectivement, il y a des profils qu'on repère plus facilement aussi, des petites aussi qui ont des facilités. C'est aussi intéressant de faire cette journée pour faire aussi de la détection sur les petites. La gymnastique est le premier sport féminin à Monaco. L'objectif de ce grand week-end de la gym est de garder cette attractivité, mais surtout de montrer toutes les disciplines de ce sport complet. On a voulu mettre en place ce gala pour réunir déjà toutes nos associations, puisqu'il y en a 4, et aussi pour montrer le plus haut niveau qui existe en gymnastique, justement pour motiver nos enfants et les faire rêver, tout simplement. Le point d'orgue de ce week-end de la gym est évidemment le gala prévu ce samedi à 19h, avec la présence de plusieurs champions du monde. Et des talents, ce n'est pas ce qu'il manque en principauté, que ce soit dans le milieu de la gymnastique ou celui de la Formule 1, du cyclisme ou encore de la boxe. Dans son dernier film documentaire, Le Rocher des champions, Yann-Anthony Nogues met en lumière 12 athlètes made in Monaco et tente de répondre à une question simple. Comment est-ce que le plus petit pays du monde est-il devenu l'un des plus grands centres de formation du sport à l'international ? Rendez-vous pour la diffusion ce dimanche à 21h sur Monaco Info. Il est maintenant l'heure d'embarquer direction les États-Unis pour la chronique US. Notre correspondant a souhaité cette semaine mettre en avant l'action économique et diplomatique de la principauté sur la côte Est par l'intermédiaire du consul honoraire de Monaco à Boston. Warren Tolman a marqué la vie politique américaine par ses bras de fer historiques contre les puissantes industries du tabac et des armes à feu. Cet avocat et ancien parlementaire utilise aujourd'hui son réseau pour connecter les géants de la finance et des biotechnologies américaines avec le marché européen et monégasque en particulier. Bastien Bory. Si la lutte contre le tabagisme est désormais nationale aux États-Unis, elle s'est d'abord jouée à l'échelle locale. En 1996, alors que les cigarettiers dissimulaient encore la liste de leurs additifs chimiques, Warren Tolman faisait voter une loi au Parlement du Massachusetts pour forcer les fabricants à la transparence. Le lendemain, les 5 plus grandes entreprises du secteur s'unissaient pour attaquer le texte en justice. My mom and dad both died from smoking-related illnesses in 1995, and we were heading out the door, going trick-or-treating for Halloween with my 5-year-old son, and he was dressed up as a cowboy, and he looked up at me, Bastian, and he said, "All cowboys smoke, right, Dad?" And I said to myself, they got my mom, they got my dad, they're not going to get my son too. So it was... I really rolled up my sleeves and worked hard. I think one of the surprising elements was how they were willing to basically do whatever it took to try to thwart and stop my efforts. And the second thing is, looking back now, 20 plus years later, they figured out another way to try to market to kids with the menthol flavored vapes and all that stuff there. So they're still trying to get people addicted, and that's the problem. 90% of people who started smoking started before they reached the age of 19, and that's a real problem. So we need to be ever on guard for this industry because they're always going to figure out ways or try to figure out ways to manipulate things.
Et au-delà du tabac, le poids de l'argent touche aussi la démocratie et le Congrès américain, où les parlementaires les plus riches remportent les élections dans 90% des cas. Ainsi, en 2002, alors qu'il briguait le mandat de gouverneur de son État, Warren Tolman devenait le premier candidat de l'histoire du Massachusetts à plafonner les financements de campagne. Une éthique qui le mènera ensuite à s'attaquer au lobby des armes à feu en défendant la commercialisation de pistolets biométriques. If I have a 7-year-old son or daughter in my home, and I have a gun that has this technology, that he or she can't shoot because the biometric technology will see that it's my gun, it looks for my fingerprint, and not the young child's. It saves lives. It makes sense. So the sad part is that the gun lobby has prevented this from being available. And there's a problem. You know, why do we have so many people killed on an annual basis by guns, handguns? France doesn't have that problem. England doesn't have that problem. Monaco doesn't have that problem. Germany doesn't have that problem. It's a United States problem, only because of so many guns that are out there in the streets. And it's going to change eventually. I think the people are going to get fed up, but it's a long time coming. Mais avec un taux de criminalité 2 fois moins élevé que la moyenne américaine, le Massachusetts est l'un des États les plus sûrs du pays. Il abrite, par ailleurs, ses universités les plus réputées, dont Amherst, ici à l'image. Y ont été formés plusieurs chefs d'État et hommes politiques, dont le prince Albert II et Warren Tolman à la fin des années 70. Well, Prince Albert was at Amherst when I was there? No, I'm kidding. Yes, I was in political science classes with him. I saw, his creative mind at work, and that was a lot of fun to see a future head of state, to watch his leadership and really take Monaco, in my opinion, to a whole nother level on one hand, and on the other hand, take action for some areas that are really in need of leadership, like climate change. Is literally one of the world leaders, if not the most foremost world leader on climate change. And so I'm very proud of him and what he's done. We've kept in touch over the years. We haven't, it wasn't like I went 30 years without seeing him and suddenly, the phone rang. We stayed in touch, and I tried to, it's a terrible thing to have to visit Monaco time to time, but I managed to do that and enjoy it quite a bit. No, it's an honor to go to Monaco and to see the beautiful place that it is. Et avec le MIT, l'université Harvard et plus de 1000 entreprises dans le domaine des sciences, Boston est le premier pôle international en matière de biotechnologie et de recherche biomédicale. Imagerie, traitement, vaccins, la ville dépose chaque année l'un des plus grands volumes de brevets de santé au monde. What I would like to see happen more, and I'm trying to get some of this going, is to see some of these startups take their technology to Monaco. They don't require a lot of space. Monaco is a very small principality, so you're not going to have acres and acres of industry. That's not the target. The target is to have some high-end research, whether it be in biotech or finance and the like, to try to set a beachfront in Europe, in Monaco, and expand elsewhere. So Monaco has some of the things that Boston has really well, and that's intellectual capital, a lot of smart people that know industry, they know finance, they know science. I've dealt with some of them in the past and hope to do so again in the future. Des collaborations transatlantiques très recherchées par ces sociétés américaines désireuses de trouver partout en Europe de nouveaux relais de croissance économique. Qu'avez-vous prévu pour la fête des pères? C'est déjà demain, et si vous êtes en panne d'inspiration pour gâter votre papa, ces témoignages pourraient vous donner quelques idées. Je sais qu'il aime bien le sport, c'est-à-dire que je pense que je vais lui offrir un petit séjour, soit de parachute ou de parapente, vu qu'il aime les sports extrêmes, quoi. C'est pour partager un moment avec lui, pour créer un souvenir. Et moi aussi également, j'aime les sports extrêmes. I'm from South Africa and we do love beef jerky, well that's what the whole world says, so yeah, he's getting some beef jerky and a nice bottle of wine. Il aime trop de foot, peut-être des billets pour un match de Rangers contre Celtic en Écosse.
Et ça, c'est un bon cadeau pour lui. He's a handyman, he works, he builds things, so I'm going to get him a nice toolbox back home, but it's in South Africa. So we're going to give him a nice custom engraved toolbox with his name on top and some things he can put inside, yes. Voilà quelques bonnes idées de cadeaux personnalisés recueillies par Léa Dutrouille et Arnaud Imbert. Demain, le 21 juin, nous célébrerons également l'arrivée de l'été avec la fête de la musique et pas besoin d'aller bien loin pour se divertir. Le DJ Petit Biscuit, figure incontournable de la scène électro, sera à Monaco. Révélé grâce au succès international de Sunset Lover, vous vous en souvenez, c'était en 2015. Le producteur et compositeur enflammera l'esplanade des pêcheurs. L'accès est libre et gratuit à partir de 20h30. Nous précise la mairie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous la refermons en mer avec les images de la course The Crossing. Les participants sont arrivés cet après-midi à Monaco après avoir parcouru 225 km en waterbike depuis la Toscane. Un événement au profit des fondations Princesse Charlène et Prince Albert II. Dans un instant, la météo vous sera présentée par Léa Dutrouille. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Monaco Info. À demain, 18h30. Bonsoir, un dimanche estival vous attend en principauté avec un soleil largement dominant du matin au soir. Dès le réveil, le thermomètre affichera 23 degrés sous un ciel parfaitement ensoleillé. L'après-midi s'annonce particulièrement chaude, comptez jusqu'à 32 degrés avec un ressenti qui pourrait atteindre 40 degrés sous l'effet du soleil et de l'humidité. Le ciel restera peu nuageux et aucun risque de pluie n'est annoncé, même dans la soirée. Attention cependant à l'indice UV très fort fixé à 8. Côté éphéméride, nous fêterons les Rodolphes et ce 21 juin marque aussi le premier jour de l'été avec la très populaire fête de la musique célébrée partout en France et à Monaco. Enfin, une pensée pour tous les papas mis à l'honneur ce dimanche à l'occasion de la fête des pères. Une très belle soirée à vous.